7 décembre 1941. Winston Churchill se trouvait dans son bureau de Chequers, la résidence de campagne du Premier ministre britannique, une vaste demeure tranquille où il aimait réfléchir loin du tumulte londonien. La soirée était froide, le vent approchait les fenêtres et le crépitement du feu apportait une illusion de chaleur. Churchill a travaillé encore, penché sur des rapports militaires, lorsqu'un aide franchit la porte d'un pas accéléré. Le visage du jeune officier disait tout sans même qu'il ne parle. Il tenait un télégramme urgent, l'encre à peine sèche. Il s'approche de Churchill, inspira profondément et déclare « Les Japonais ont attaqué Pearl Harbor ». Quelques mots qui suivront de changer le monde. Churchill prit le document, le parcourut lentement, puis le relut encore, comme pour s'assurer que les mots n'allaient pas disparaître. Il ne dit presque rien. Mais plus tard, il confiera qu'il dormit ce soir-là du sommeil des sauvés et des reconnaissants. Cela faisait plus de 2 ans que Churchill portait presque seul le poids de la résistance face à Hitler. 2 années où Londres brûlait sous les bombes de la Luftwaffe. 2 années où chaque nuit, des familles entières descendaient dans les abris antiaériens. 2 années où la marine britannique affrontait les U-boats dans l'Atlantique Nord, perdant hommes, cargos, convois. 2 années à espérer que les États-Unis finiraient par entrer dans la guerre. Churchill savait que l'Amérique n'était pas seulement un partenaire potentiel, elle était le seul élément capable de renverser l'équilibre mondial. Il disait souvent « Donnez-nous les outils et nous terminerons le travail ». Mais il savait que les outils ne suffiraient pas. Il fallait des soldats, des divisions, une armée gigantesque capable de soutenir la guerre totale imposée par l'Allemagne nazie. Après Pearl Harbor, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon le 8 décembre. Puis, le 11 décembre, Hitler commet ce que Churchill considérera comme l'une de ses plus grandes erreurs. Il déclare la guerre aux États-Unis. Dès cet instant, l'Amérique entre pleinement dans le conflit européen. Churchill n'attendit pas. Il prit HMS Duke of York et arrive à Washington le 22 décembre 1941 pour rencontrer Franklin Roosevelt. Ensemble, ils rédigèrent ce qui deviendrait le socle stratégique des Alliés. La priorité serait donnée à la défaite de l'Allemagne, même si la guerre contre le Japon devait se prolonger en parallèle. Ce principe, appelé Germany First, allait structurer toute la suite du conflit. Mais malgré ces décisions majeures, tout cela restait abstrait. Sur les cartes, les plans semblaient cohérents. Mais pour Churchill, la réalité de la guerre ne serait tangible que lorsque les premiers soldats américains posaient réellement le pied sur le sol britannique. Le 26 janvier 1942, ce moment arrive. Les premiers soldats américains débarquèrent en Irlande du Nord. Ce n'était qu'un petit contingent, mais il marquait le début d'un mouvement colossal. Durant le printemps et l'été 1942, les convois américains traversaient l'Atlantique sans cesse, malgré la menace constante des U-boats. L'opération Drumbeat allemande faisait rage. Au début de 1942, les U-boats coulaient plus de navires qu'on ne pouvait en remplacer. Malgré cela, les GI arrivent par milliers. La plupart étaient très jeunes, 18, 19, parfois 20 ans. Beaucoup n'avaient jamais quitté les États-Unis. Ils débarquaient dans un Royaume-Uni transformé par la guerre, rues bombardées, villes entières assemblées par le blackout, rationnement sévère, fichiers d'attente interminables pour la nourriture, ruines encore fumantes. L'accueil des Britanniques fut contrasté. D'un côté, les Américains étaient perçus comme une force venue sauver les îles. De l'autre, ils semblaient représenter des richesses. Leurs uniformes étaient neufs, leur équipement impeccable, leurs rations généreuses. Ils avaient du café, du chocolat, du chewing-gum, de la viande fraîche, parfois même de la glace, une rareté absolue en Grande-Bretagne. Les soldats britanniques, qui obtenaient un rationnement strict et percevaient un salaire nettement inférieur, ressentaient parfois un mélange de jalousie et d'amusement. C'est dans ce contexte qu'apparut la phrase devenue célèbre « overpaid, oversexed and overhere » trop payé, trop entrepreneur et trop présent. Malgré ces frictions culturelles, un sentiment plus profond dominait, un immense soulagement. Les Britanniques tenaient depuis plus de 2 ans, mais tenaient n'était pas gagné. L'arrivée des Américains signifiait qu'une victoire devenait envisageable. Churchill, lui, ressent ce soulagement de manière presque physique. Depuis 1940, il devait assumer l'entière responsabilité de la survie de son pays. Ces journées étaient remplies de décisions terribles.
Évacuer telle position, abandonner tel port, redéployer des escadrons déjà épuisés, envoyer des jeunes hommes dans des opérations dont il savait qu'ils ne reviendraient peut-être pas. À cela s'ajoutaient les nuits de bombardement, où il se rendait parfois dans les rues pour parler aux civils, leur apporter un semblant de force. Il vivait dans une tension presque inhumaine. Et pourtant, il tenait. Mais en 1942, quelque chose a changé. Un jour, une grande unité américaine devait traverser Londres en formation. Cela se faisait souvent pour des raisons logistiques, passer d'une gare à une autre, rejoindre un point de rassemblement ou participer à un défilé improvisé. Churchill insiste pour être présent. Ses conseillers tentèrent de l'en dissuader pour des raisons de sécurité, mais il refusa. Sur la place, discrètement, à un endroit où il pourrait voir les soldats passer sans attirer l'attention. Le bruit arrive d'abord comme un murmure aigre, puis devient un martèlement régulier. Des centaines de bottes frappant le sol en cadence. Les colonnes américaines apparaissent enfin. De jeunes hommes, casques brillants, fusils sur l'épaule, uniformes fraîchement repassés. Ils marchaient avec un mélange d'assurance, d'énergie et d'innocence. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient Londres, ses rues grises, ses façades meurtries par les bombes, ses habitants alignés sur les trottoirs. Les Londoniens applaudissent spontanément. Certains sortent des bureaux pour les voir passer. D'autres apportèrent des fleurs. Des enfants couraient, riaient, faisaient des signes. Les soldats répondaient par des saluts et des sourires. Churchill, lui, reste silencieux. Ceux qui l'accompagnaient diront plus tard que ses yeux étaient humides. Il avait porté la Grande-Bretagne sur ses épaules pendant si longtemps, souvent dans la solitude la plus totale. Et voilà que des milliers de jeunes hommes venus de l'autre côté de l'Atlantique marchaient sous ses yeux, prêts à mourir pour la même cause. Un aide s'approche de lui et lui exigea doucement ce qu'il en pense. Churchill resta silencieux quelques instants, puis déclare « Quand je vois ces jeunes hommes, je sais que nous allons gagner cette guerre. » Une phrase simple, mais d'une importance immense. Churchill n'était pas un optimiste naïf. Il savait que la route serait encore longue et que la guerre allait durer au moins 2 ans de plus. Il connaît les défis, la bataille de l'Atlantique, Stalingrad encore incertaine, les opérations en Afrique du Nord, la difficulté colossale d'organiser un débarquement en France. Mais à cet instant précis, il comprit quelque chose d'essentiel. La victoire devenait mathématiquement possible. Dans les mois qui suivent, Churchill visite régulièrement les bases américaines installées dans tout le Royaume-Uni. Il aimait apparaître sans prévention pour voir les soldats tels qu'ils étaient réellement. Il parlait avec eux, leur demandait d'où ils étaient, ultérieurs. Il rencontre des hommes de tous les États, du Texas, de la Californie, du Michigan, de New York. Lorsqu'il vit un groupe de Texans, il lança « Le Texas, je connais, un État immense, vigoureux. Votre réputation de combattant nous sera utile. » Les GI adoraient Churchill. Ils le découvrent à la fois drôle, charismatique et étrangement paternel. Beaucoup savaient qu'il avait été le premier leader à tenir tête ouvertement à Hitler. Ils savaient qu'il parlait pour eux, comme il parlait pour son peuple. Churchill, lui, prenait ses visites très au sérieux. Il savait que le moral des troupes était vital, surtout pour les soldats qui allaient bientôt connaître l'enfer en Afrique du Nord, en Sicile, puis en Normandie. Les stratégies britanniques et américaines travaillaient alors d'arrache-pied pour planifier les opérations futures. L'arrivée massive des forces américaines permettait enfin d'envisager des offensives impossibles quelques mois plus tôt. L'Afrique du Nord est devenue un laboratoire de coopération. L'opération Torche, en novembre 1942, fut la première grande opération conjointe entre Américains et Britanniques. Elle permet de prendre pied en Afrique et d'encercler les forces de Rommel. Ensuite vint l'Italie, un front difficile mais essentiel. Puis Churchill et Roosevelt envisageaient purement le plus grand pari militaire de l'histoire moderne, l'invasion de la France occupée. Sans l'Amérique, aucun débarquement n'aurait été possible. Il fallait des milliers de navires, des centaines de milliers d'hommes, des milliers de tonnes de matériel, une aviation énorme. L'industrie américaine, alors la plus puissante au monde, avait cette capacité presque illimitée. Les jeunes hommes que Churchill vit marcher ce jour-là allaient participer à toutes ces batailles. Beaucoup mourraient à Omaha Beach, dans les haies normandes, dans les Ardennes ou au cœur de l'Allemagne. Mais ils allaient changer le cours du monde. En revoyant cette scène des années plus tard, Churchill dira que la relation particulière entre les États-Unis et le Royaume-Uni n'était pas née d'un discours ou d'un traité, mais dans ce moment précis où il vit ses soldats américains défiler dans une Londres meurtrie.
Ce jour-là, il comprit que la Grande-Bretagne n'était plus seule. Et il pense, parce que nous ne sommes plus seuls, nous allons gagner. Une conviction qui guiderait tout le reste du conflit.